Le Parlement chez vous, une émission bimensuelle initiée par NDI en collaboration avec l'URTEL, avec le concours de l'ORTM et l'appui de l'USAID. Le Parlement chez vous se veut une émission d'information, de sensibilisation, d'échanges interactifs afin de permettre à l'Assemblée nationale d'être connue de l'ensemble de nos concitoyens. Pour participer à l'émission, téléphonez au 20 20 27 47. Le Parlement chez vous, tous les dimanches à 15h sur votre station. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission Le Parlement chez vous. À la technique, Seydou Dao. Au micro, Seydou Baba Traoré. Le rôle du Parlement dans la résolution des crises, le cas des régions du Nord, c'est le thème de ce numéro. Pour en parler, nous avons comme invité l'honorable Amadou Thiam, député élu en commune 5, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Bonjour, honorable. Et monsieur Elhaji Baba Aïdara, ancien député à l'Assemblée nationale. Monsieur Aïdara, bonjour. Bonjour. L'émission comporte deux grandes questions, à savoir, existe-t-il un mécanisme de prévention des crises à l'Assemblée nationale? Et qu'est-ce que l'Assemblée nationale a fait dans la résolution des crises qui ont secoué le nord de notre pays? L'ouverture démocratique entamée en 1991 dans notre pays a permis incontestablement des acquis. L'instauration du multipartisme intégral, la liberté d'expression et d'opinion, l'éclosion des initiatives. Malgré tout, le processus démocratique a été caractérisé par de nombreuses insuffisances. Il s'agit notamment de la mauvaise gouvernance, la fraude électorale, l'inexistence de contre-pouvoirs réels, la mauvaise gestion de l'école, l'injustice flagrante, l'impunité, le problème foncier, la récurrence de la rébellion Touareg au nord et l'atteinte à l'intégrité du territoire national. Cette situation a conduit à une mutinerie et un coup d'État militaire le 22 mars 2012. Comme vous le constatez, les problèmes sont nombreux et complexes et difficilement on peut les épuiser en 45 minutes. La solution pour nous a consisté à être sélectif en centrant le débat sur le rôle de l'Assemblée nationale dans la résolution des crises, le cas du Nord. Les points de repère vont être pour nous la deuxième rébellion qui a commencé en juin 1990, une troisième rébellion éclate le 23 mai 2006 et enfin la récente crise qui a débouché sur le paraphe de l'accord d'Alger en mars dernier. Chers invités, encore une fois, bonjour. Ma première question s'adresse à vous, honorable Thiam. Est-ce que l'Assemblée du Mali dispose des mécanismes de prévention de crise? Je vous remercie, M. Traoré. Tout d'abord, je souhaiterais remercier le NDI, l'URTEL et l'URTM pour nous avoir offert ce plateau qui permet à l'Assemblée nationale de s'exprimer et de faire savoir à l'opinion publique le rôle qu'elle joue en tant qu'institution dans le bien-être de ces populations. Revenant à cette question, l'Assemblée nationale du Mali, comme vous le savez, a été au début et au centre de toutes les crises que le Mali a traversées. Quand vous prenez la crise du Nord de façon particulière, elle ne date pas d'aujourd'hui. Ça a été de façon cyclique et récurrente depuis les années 60. Et quand vous regardez un peu dans les archives de l'Assemblée nationale, vous verrez qu'à chaque fois que des événements majeurs se produisaient, l'Assemblée nationale réagissait. Il réagissait à travers des déclarations et à travers des missions sur le terrain. Et mon donné, M. Ader est là pour le témoigner. Et quand vous regardez un peu le pacte national, vous comprendrez que l'Assemblée nationale a joué un rôle important. Et quand vous regardez également l'accord d'Alger en 2006, vous verrez qu'il y a eu des débats houleux au niveau de l'Assemblée nationale par rapport au fait que non seulement l'Assemblée nationale est là pour surveiller, parce que prévenir une crise, c'est de s'assurer que les dispositions qui ont été prises par l'accord précédent soient respectées. Vous verrez que le débat qu'il y a eu autour de cela en 2006, c'est que certains partis politiques au sein de l'Assemblée nationale pensaient que est-ce qu'il n'y a pas une sorte
de manque de confiance qui s'est installé du fait que le gouvernement à l'époque... Je crois qu'on va au fur du débat, je crois qu'on va en parler. Et le temps pour moi de passer aussi la parole à M. Aïdara, qui a été effectivement député à l'Assemblée nationale. M. Aïdara, à entendre honorable Thiam, on constate qu'il y a effectivement un mécanisme au niveau de l'Assemblée nationale, un mécanisme de prévention de crise. La question que je m'aimerais vous poser, c'est de savoir comment ce mécanisme est généralement mis en branle. Merci de m'avoir invité en tant qu'ancien député pour dire un peu ce que j'ai vécu à l'Assemblée nationale sur cette question. Je vais simplement rappeler une chose. C'est l'Assemblée nationale et ses structures existantes, son mode de fonctionnement. C'est un bureau, c'est une conférence des présidents, c'est une réunion de bureau de l'Assemblée nationale pour prendre en charge tout ce qui préoccupe la nation. Mais dans les structures même de l'Assemblée nationale, il y a les commissions techniques de travail qui peuvent se saisir de tout problème selon le profil qui leur arrive. Ensuite, il y a le travail des groupes parlementaires politiques pour s'affirmer. En dehors de tout cela, quand il y a un problème particulier, l'Assemblée a le droit, a la responsabilité de prendre un certain nombre de décisions, comme mettre en place, par exemple, des commissions parlementaires à propos sur un sujet bien particulier pour le prendre en charge. Je crois que ça permet à l'Assemblée nationale de mieux s'impliquer dans un problème, de mieux s'impliquer dans la gestion de quelque problème que ce soit, de quelque nature que ce soit. C'est par rapport à votre première question que vous avez posée à M. Thiam, je pense que c'est ce qui permet à l'Assemblée immédiatement d'être opérationnelle. Donc les structures et le fonctionnement de l'Assemblée permettent. C'est comme là une sorte de structure de veille. Mais pourquoi les crises sont toujours récurrentes, notamment dans cette partie du Nord, dans cette partie du pays plutôt qu'est le Nord? Je commence par vous, honorable. Oui, je vous remercie. Comme je le disais tantôt, le mécanisme classique, comme honorable Adel vient de le dire, ça c'est vraiment la façon de fonctionner de l'Assemblée de façon générale pour tout problème. Et les commissions générales sont là, pas seulement pour la crise, mais pour même les questions nationales, les questions de loi qui concernent la santé et tout. Et comme il a dit, c'est aussi important, s'il y a une crise, et l'Assemblée nationale est là pour mettre en place même des commissions d'enquête, comme on a vu avec le cas de Kidal en mai 2014, quand il y a eu l'assaut sur le cortège du Premier ministre. Et je disais tantôt dans mon développement que l'Assemblée nationale, dans son rôle, ce qui importe pour moi, c'est surtout de s'assurer de l'applicabilité, de la mise en application, de la mise en œuvre des accords qui sont signés. Parce que quand vous regardez un peu le pacte national avec l'accord d'Alger de 2006, il n'y a pas eu une grande différence. On s'est seulement rendu compte que l'État n'a pas pu mettre en œuvre un certain nombre de points. Et ce nombre de points n'est pas seulement une question du Nord, mais c'est une question de façon générale de gouvernance. Ça, c'est important. Mais le rôle de l'Assemblée, c'est de contrôler l'action gouvernementale. Tout à fait. Donc, c'est pour vous dire que l'Assemblée nationale, dans ce rôle-là, parce qu'on parle du Nord, mais quand vous regardez dans le programme de développement de façon générale, tout ce qui avait été prévu à Caille, à Sikasso, n'ont pas été mis en œuvre. À plus forte raison, ce qui a été prévu pour les régions du Nord. Donc moi, je pense que l'Assemblée nationale a ce mécanisme qui existe, qui lui permet, et c'est ce qui doit être de mise, de contrôler l'action du gouvernement dans la mise en application des accords qui sont signés. Ça, c'est extrêmement important. Ce n'est pas une question de Nord ou de Sud. Quand le Nord est développé, c'est le Mali qui est développé. Absolument. Et ça a une incidence sur le Sud. Donc moi, je pense que l'Assemblée nationale a des mécanismes qui sont là. Par exemple, le contrôle de l'action du gouvernement. Et c'est là où les députés doivent mettre le plus d'accent pour s'assurer que ceux dont le peuple s'est engagé, le gouvernement s'est engagé à mettre en œuvre dans le cadre du développement institutionnel, socio et politique et économique, il faut que cela soit de mise. Donc moi, je pense que cet outil que nous avons, qui nous permet d'interpeller le gouvernement à tout moment, c'est un mécanisme qui est là, d'interpeller les ministres concernés et même tout le gouvernement pour leur demander où est-ce que vous en êtes avec la mise en œuvre de ces textes qui sont là. Donc moi, je pense que ce mécanisme de contrôle de l'action du gouvernement est un mécanisme très important dans la prévention de la crise, parce que si ce qui a été convenu n'est pas exécuté,
quoi que vous disiez, il y aura une crise, c'est clair. Ok. Monsieur Aïdara, vous avez quelque chose à ajouter concernant ce point précis? Pas plus. Je crois qu'il a touché du doigt ce qui peut être. Hein. Mais la question fondamentale, pourquoi la crise se répète, il faut connaître les raisons de la crise, même pas de la crise dont vous parlez, parce que moi je parle de la rébellion, des conditions cycliques de cette rébellion. Pourquoi? Il y a des bases fondamentales qui ne partent pas effectivement de la résolution ou bien de la mise en œuvre de ce qui a été prévu seulement. Je rappelle juste par rapport à cette crise actuelle, nous avons dit, dans notre rapport de la cellule de crise qui avait été mise en place, on reviendra certainement sur ce sujet-là, pour rappeler aux autorités de faire attention aux idéologues de la rébellion. Donc la rébellion a un mode cyclique ou bien un retour, parce que tout simplement je n'ai pas eu ma part, parce que telle personne a eu un poste, moi je ne l'ai pas eu, parce que telle personne a été colonel parce qu'il a pris les armes. Si moi aussi je prends les armes, je veux être colonel. À ce moment-là, nous avons dit, attention cette fois-ci, éviter la prime à la rébellion, pour ne pas encourager d'autres à reprendre les armes. Si l'État s'engage dans ça, cette fois-ci dans la résolution de cette crise, au lieu que ce soit une prime pour être ministre, il faut que ce soit plutôt une sanction pour avoir fauté, ça va dissuader beaucoup de personnes à le reprendre. Cependant, ce que l'honorable Thiam vient de dire par rapport à l'exécution des accords ou des contenus des accords, et c'est pour cela également que cette fois-ci, nous avons dit attention sur ce qui est en train de se faire à Alger. Il ne faut pas s'engager dans ce qu'on ne peut pas faire. Et laisser la porte ouverte à tout commentaire. Le ministre de la Réconciliation, Zahabi, a dit, nous sommes en train de vouloir signer des accords. Nous nous engageons en tant qu'État malien à faire ce que nous pouvons faire. Nos adversaires sont, ou bien ceux qui sont en train de nous exiger ce que nous ne pouvons pas, sont en train d'exiger un certain nombre de conditions pour pouvoir signer les accords. Mais ceux qui nous aident à signer les accords, il ne faut pas qu'ils nous laissent en cours de route. Quand la communauté internationale dit nous allons vous aider à faire la route Gao-Kidal dans 2 ans, et qu'en 6 ans on ne voit pas la route, c'est le gouvernement qui sera accusé de n'avoir pas fait, alors que ceux qui doivent moyenner les moyens à l'État ne nous ont pas accompagnés. Voilà donc c'est des facteurs endogènes et exogènes. Voilà. Je vous rappelle le thème de cette émission, le rôle du Parlement dans la résolution des crises, le cas des régions du Nord. Pour y participer, téléphonez au 20 20 27 47. Dans un instant, la deuxième partie de l'émission consacrée aux actes posés par l'Assemblée nationale dans la résolution des crises survenues au nord de notre pays dès la fin des années 90. Monsieur Aïdara, après la signature du pacte national, on pensait que la crise au nord était enterrée pour de bon, mais hélas. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché avec le pacte national? Juste ce que je viens de dire et ce que monsieur honorable Thiam vient de dire. Vous savez, on s'est engagé sur des choses qu'on ne pouvait pas mettre en œuvre dans un délai. Je vais vous dire pourquoi. La cellule de crise mise en place quand j'étais à l'Assemblée, j'étais le président de la cellule de crise. Pour le Nord, spécifiquement, une cellule de crise regroupant tous les députés des régions du Nord, mais aussi des députés des autres commissions de la technique de l'Assemblée nationale. Cette cellule de crise s'est déplacée pour aller à l'intérieur. Avant nous, le président Ali Nouhoum Diallo a présidé lui-même, quand il était président de l'Assemblée nationale, une délégation à propos de la rébellion d'avant, pour aller rencontrer les rebelles dans leur grotte. Nous avons fait les 5000 km pour aller à la frontière de l'Algérie pour rencontrer les jeunes du MNLA. Ils venaient de transformer MNA en MNLA. Et nous avons rencontré les 3 groupes armés qui sont venus de Libye. Tenez-vous bien, le deuxième groupe armé, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? L'État, nous avons quitté le Mali avec des accords. En 2006, nous sommes partis en Libye. Kadhafi nous a mis dans son armée. Nous avons acquis ceci, nous avons acquis cela. Mais au retour, nous nous sommes rendus compte que tout ce qui a été engagé et promis dans le pacte national n'a pas été. Il faudra donc que le gouvernement du Mali fasse quelque chose. Et c'est là que dans notre rapport, certains ne lisant pas dans les lignes n'ont pas compris que nous avons dit
au président en son moment, en son temps, faites vite avant toute contagion. Parce qu'un groupe a dit, voilà les armes qu'on a amenées de Libye, c'est pour le Mali, on n'a rien contre notre pays. Un groupe était mi-figue, mi-raisin pour dire, ah, on n'est pas content de ce qui a été fait, mais voilà, il risquait tout de suite de basculer d'un côté comme de l'autre. Et le troisième groupe a dit, bon, mais nous sommes les irrédentistes, on donne nos armes à la rébellion, on attaque le Mali. Vous voyez, donc, en fait, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est que tout simplement, ce que j'ai cité juste avant votre question précédente, des mécontents, des insatisfaits, des gens qui pensent qu'ils peuvent avoir de la place, et ce qui n'a pas été fait dans les promesses des accords. Je me tourne vers vous. Oui, vous avez quelque chose à ajouter? Je vous remercie. Vous savez, comme le honorable Hadra vient de le dire, je reviens à la même chose. Vous savez, quand vous regardez le pacte national, c'est vrai que quand on dit le gouvernement a promis des choses qu'il ne pouvait pas exécuter. Maintenant, cela est à voir. Est-ce que le gouvernement n'avait pas la capacité de le faire ou bien est-ce que c'était la malgouvernance? Parce que quand vous regardez effectivement les milliers de milliards qui avaient été promis au nord sont partis au nord. Peut-être que par des chemins détournés, ces milliards se sont retrouvés peut-être à Bamako ou ailleurs. Mais c'est pour dire que c'était la corruption. Et c'est cette question de gouvernance. Je ne vous coupe pas. Il y a certains qui disent que c'est devenu comme une sorte de gâteau que certains ont dû se partager, en impliquant même des chefferies au niveau de, disons, des localités. Oui. Enfin, qui avaient droit. Mais c'est la réalité. Bon. C'est pour cela, quand Honorable Aïdara dit, je suis d'accord avec lui, que quelques chefs après reviennent du Nord pour dire que bon, tel a pris les armes, il est devenu colonel, il est devenu général, il a eu sa part du gâteau. Il faut qu'on en prenne. C'est la façon de gérer de l'État qui n'a pas été bien. Parce que si on développait, et c'est réel qu'il y a des problèmes de développement au nord, c'est clair, comme au sud. Donc moi, je pensais que ces milliards-là devraient servir au développement socio-culturel et économique des populations du nord. Donc si je comprends bien, les milliards ont été effectivement mobilisés, mais ces milliards ne sont pas allés aux ayants droit. Si je comprends. Ce n'est pas allé dans le cadre du développement, ce que je veux dire. Ok. C'est comme vous l'avez si bien dit, ça a été vraiment englouti dans des clans et dans des systèmes politiques. Donc moi je pense qu'il faudrait que, pour que la récurrence, ce qui n'a pas marché en 92 avec le pacte national, c'est parce que le gouvernement, à mon avis, ne s'est pas engagé de façon sincère et sérieuse pour mettre en œuvre tout ce qui avait été conclu. Parce qu'un gouvernement, c'est d'abord être conscient des engagements qu'on prend et se rassurer qu'on peut le mettre en œuvre. Et il faudrait qu'après 92, quand on est en 2006, qu'on puisse dire qu'on peut faire l'état de lieu. Bon, on s'était engagé à faire tant et tant, on a 70% d'exécution, mais ça c'est une bonne discussion. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais si on se rend compte qu'il y a, excusez-moi, un tohu-bohu autour de tout ça, et que c'est des gens qui ont été vraiment, s'il faut décarcer au sens du poil, pour se taire et pour comprendre, pour faire comprendre aux autres que tout marchait, mais ça c'est du saupoudrage. Ça ne peut que perdurer un petit moment. Ok. Honorable, Monsieur Aïdara, entre 90 et 2006, ça fait beaucoup. Est-ce que l'Assemblée a eu à interpeller le gouvernement? Parce que le constat, Honorable Cham l'a dit tantôt, on n'a pas vu les traces du développement comme promis. Or, des milliards ont été mobilisés. Est-ce que l'Assemblée, en tout cas, a eu à attirer d'abord l'attention du gouvernement là-dessus et ensuite à poser des actes pour dire au gouvernement, attention, attention, attention? Je ne peux pas m'engager dans le temps de 90 à 2006. Moi-même, je n'étais pas député. J'ai été député pendant la dernière législature qui couvrait de 2007 à 2012, qui a été prolongée par le fait des événements à 2013. Mais ce que je sais, c'est qu'en 2013, le niveau de l'Assemblée nationale, le niveau qu'a atteint l'Assemblée nationale n'a jamais été atteint par les législatures passées. Le niveau des intellectuels qui étaient là a permis à l'Assemblée nationale de rehausser et de mieux contrôler l'action gouvernementale. Et des actes sincères ont été posés. Parmi lesquels les huis clos, même avec l'armée, pour qu'on
pose la question, est-ce que même l'armée malienne a les moyens de faire face à la rébellion? Des interpellations que vous avez suivies en direct sur des sujets particuliers, y compris les finances et l'économie du pays. Des ministres ont été interpellés. Des questions, des questions orales ont été adressées à des ministres pour pouvoir répondre par rapport à la situation, Le contrôle de l'action gouvernementale était à un niveau important. Je ne peux pas le dire par rapport aux autres temps. Mais cependant, je viens simplement rappeler, pour compléter M. Honorable Thiam sur ce qu'il vient de dire. Vous savez, quand la rébellion de 2006 a été signée après le pacte national, les promesses étaient de 1600 ou 1800 milliards. Il n'y a pas eu 600 milliards encore. Je ne défends pas du tout les gouvernements passés parce que la mauvaise gouvernance était là. La corruption était là. Ceux qui devaient aller ceux qui devaient partir au nord pour calmer et promis dans le pacte n'a pas été mis absolument en œuvre. Mais même ce qui a été mis en œuvre l'a été en retard. Écoute, monsieur Thiam, je rappelle, on a promis la route Nyono-Tombouctou. On a promis, depuis 2006, on a promis le barrage de Taoussa. On a promis la route Gao-Bourem-Kidal pour aller en Algérie. On a promis la route transsaharienne. On a promis beaucoup d'autres activités qui devaient... Ceux-ci ont vu le jour, parce que vous savez, exécuter un projet, promettre l'argent, c'est signer. Le décaisser prend beaucoup plus de temps. La capacité d'absorption est très difficile, surtout pour nos pays non développés. Mais mieux, quand il y a derrière toute cette administration lourde et difficile, on peut comprendre les difficultés que l'État traverse. Mais quand tu te retrouves, au lieu que ce soit dans les 6 ans promis, c'est à la 7e année ou à la 8e année qu'on a commencé à mettre ces projets-là en marche. Et quand nous plaignons, et ceux qui ont dit nous faisons rébellion parce qu'on n'est pas développé, ou bien parce qu'on est moins développé que le Sud, parce que c'est ça les arguments de certains aventuriers, qu'est-ce qu'on a saccagé? C'est le barrage de Taoussa, c'est les travaux. Qu'est-ce qu'on a saccagé? Tout le matériel de l'entreprise qui faisait la route, qui devait désenclaver Tombouctou. Qu'est-ce qu'on a saccagé? On a arrêté tous les grands projets de phosphate qui étaient là. Bon, en d'autres termes, il y a un autre agenda. Il y a un autre agenda qui n'est pas celui du développement. Qui n'est pas celui du développement. On est contre ça. Cependant, je retiens et je soutiens ce que l'honorable Thiam vient de dire. La gouvernance en a pour beaucoup. En a pour beaucoup. La malgouvernance en a pour beaucoup. Okay. Oui, allez-y. Je voudrais ajouter pour compléter mon aîné. Vous savez que le barrage de Taoussa soit saccagé et les équipements avec. Je pense que le constat est le même au niveau de l'armée. Une armée nationale doit pouvoir sécuriser ses investissements. C'est clair. Et un État doit pouvoir anticiper. Savoir que ces crises-là sont des crises récurrentes. Nous sommes dans un Sahel qui n'a pas de loi. Et si on fait des investissements, il faut qu'on arrive à les sécuriser. Je ne dis pas que le cas de 2012 était un peu plus avancé, un peu plus compliqué, mais moi je pense que le système de défense était défaillant. Et tout ça était quelque part dû. Parce que quand on est là, en tant qu'État, on développe des infrastructures, on essaye de faire en sorte que ce qu'on est en train de mettre en œuvre soit sécurisé d'abord. On continue. Et si ceux qui sont peut-être des ennemis de la paix, comme on vient de le dire, veulent attaquer ces infrastructures, il faut qu'il y ait une armée qui soit là pour dire non, arrêtez. Autrement dit, si je vous comprends bien, on a beaucoup plus mis l'accent sur le développement plutôt que l'aspect sécurité. Ce qu'il dit est réel, c'est dans la gouvernance. La gouvernance, c'est un tout. Ok. Voilà. Il y a effectivement, comme vous l'avez dit, donc il y a eu des actions en amont, surtout de la part de l'Assemblée en termes de prévention. Mais malgré tout, il y a eu une autre rébellion sanctionnée par l'accord d'Alger, c'était en 2006, qui a fait beaucoup de polémiques, l'accord d'Alger. Honorable Thiam, quel rôle l'Assemblée a-t-elle joué en amont? Voilà, pour qu'il n'y ait pas 2006. Il y a eu une rébellion, il y a eu d'abord une rébellion en 90, il y a eu l'accord, le pacte national, ensuite il y a eu 2006, l'accord d'Alger, qui a suscité beaucoup de polémiques. Mais réellement, qu'est-ce que l'Assemblée a fait avant, disons, les événements de 2006? Ouais, vous savez, quand vous regardez un peu, entre 92 et 2006, c'est quand même beaucoup d'années. C'est quand même beaucoup d'années.
Et je pense que là où je peux dire que l'Assemblée peut-être dans son rôle et avec les moyens qui lui sont alloués, je dirais que l'Assemblée, quelque part, dans ces périodes qui sont écoulées, n'a vraiment pas joué son rôle véritable de contrôle de l'action du gouvernement. Et cela est dû à beaucoup de facteurs. Ce n'est pas des facteurs qui sont, comme le honorable endogènes, c'est aussi souvent exogène. Ça veut dire qu'il faut que l'Assemblée déjà ait les moyens de son combat. Et vous comprendrez que même l'Assemblée nationale, c'est dans les années avec le président Ibrahim Boubacar Keïta que les conditions sont beaucoup améliorées. Imaginez-vous, dans les pays comme la France, un député a droit à 2 à 3 assistants. Mais quand vous regardez le cas actuel, au niveau de l'Assemblée nationale, même actuellement, c'est seulement les vice-présidents, ça veut dire les 10 vice-présidents qui ont des assistants. Pour pouvoir contrôler l'action du gouvernement, être avec les mandats, les expliquer les lois, ce n'est vraiment pas facile. Donc moi, je pense que l'Assemblée nationale aurait dû faire beaucoup plus dans ces périodes-là pour contrôler et voir l'applicabilité déjà et l'application de ce qui a été conclu entre le gouvernement et les groupes armés. Donc moi, je pense que l'Assemblée a fait de son mieux, mais il pouvait beaucoup faire mieux en faisant en sorte qu'on n'arrive pas en 2006 et que les mêmes raisons, quelque part, qui ont appelé au soulèvement de 90 ne soient pas là. En tout cas, qu'on puisse, comme je l'ai dit tantôt, qu'on puisse dire voilà ce que le gouvernement a fait et voilà ce qui reste à faire. Et tout ça, c'est des questions de transparence. Okay. Et c'est ça même qui fait que, au niveau de différentes missions que l'Assemblée a eu à effectuer à l'extérieur, c'est avec ces chiffres-là qu'on peut montrer en tant que député, voilà ce que l'État du Mali avait promis de faire, voilà ce qu'ils ont pu réaliser, et voilà les problèmes auxquels ils sont confrontés. Et ça nous permet, c'est une base de négociation, c'est une base à partir de laquelle on peut avancer. Ok. Monsieur Aïdara, donc on reprochait surtout aux autorités le manque d'évaluation à mi-parcours du pacte national. Et malgré tout, avec la rébellion de 2006, l'État malien s'est engagé encore en signant un accord, ce qu'on appelait l'accord d'Alger. Mais je crois qu'au niveau de l'Assemblée nationale, disons, ça a fait des vagues. Est-ce que quelle a été la position réelle de l'Assemblée par rapport à l'accord d'Alger? Il y a accord d'Alger lequel? 2006. Je vais juste dire, rappeler un peu sur ce qu'il a dit par rapport aux moyens de l'Assemblée nationale. C'est incontestable, c'est une vérité. Mais malgré tout, je disais tantôt et je le répète, le président Alioune Diallo, premier président de l'Assemblée après les événements de 92, a parcouru des milliers de kilomètres pour prévenir, pour arrêter la rébellion jusqu'au niveau des accords qui ont été signés en Algérie jusqu'au pacte national. L'Assemblée nationale, malgré les moyens, a été à tous les niveaux. Non seulement rejoindre à la frontière algérienne Tinzaouaten, à ce temps-là, cette base-là était Tinzaouaten. Aller en Algérie, voir les autorités algériennes et faire les différents pays de la sous-région avec des missions pour prévenir. L'Assemblée nationale avait quand même joué son rôle malgré les moyens. C'était un rappel qu'il ne faut pas occulter historiquement. L'Assemblée nationale, ils avaient mis, je ne me rappelle pas de l'expression qu'ils ont donnée, mais ce n'était pas une cellule de crise, mais c'était le président Alioune Diallo en personne, président du Parlement, qui était devant, pour pouvoir prévenir. Maintenant, qu'est-ce que l'Assemblée a fait et qu'est-ce que l'Assemblée doit faire par rapport aux accords? Je pense que... Sa position par rapport à l'accord d'Alger 2006. La position de l'Assemblée par rapport à l'accord 2006. Il y a eu ce qui est le rôle, un des principaux rôles de l'Assemblée nationale, contrôle de l'action gouvernementale, l'honorable Thiam vient de le dire. C'est vrai que après que l'État se soit engagé, après que le Parlement ait validé ce que l'État, le gouvernement a promis de faire, l'Assemblée a le devoir de revenir derrière. Ça, si ça n'a pas été fait, ou je ne me rappelle pas en tout cas que ça a été fait, c'est une lacune. Et nous sommes dans un processus de constitution et d'amélioration de ce qui s'est fait au Mali depuis 1992. Il faut accepter qu'il y a eu des lacunes, il faut accepter que ces lacunes-là doivent être corrigées. Mais dites, il faut les dénoncer en leur temps
pour que ceux qui reviennent ne tombent pas dans les mêmes erreurs. Ça, c'est très important pour un Parlement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de nous promettre encore des accords qui n'ont pas encore été signés. Mais dans l'application de cet accord-là, il faudra que le Parlement s'approprie absolument le contenu pour savoir que ce qui est faisable là-dedans doit être suivi et fait. Ce qui n'est pas faisable là-dedans doit être dès à présent dénoncé. Pour ne pas engager aussi à dire, à promettre ce qu'on ne peut pas faire. Ok. Honorable Cham, vous avez quelque chose à ajouter? Ouais, je suis parfaitement d'accord avec mon aîné Aïdara, parce que c'est ce que nous avons fait très récemment au niveau du Parlement. Nous avons même mis en place une commission, un groupe de réflexion qui est... On va en arriver tout à l'heure à cet aspect. Si vous voulez, effectivement, c'est le temps d'aller, effectivement, disons, à ce troisième volet de l'émission, à savoir 2011-2012, encore une autre rébellion au nord, avec cette fois-ci l'atteinte à l'intégrité du territoire. Les 2 tiers du pays sont occupés par des groupes armés, des djihadistes, des terroristes, que sais-je encore. Honorable Cham, quel a été le rôle de l'Assemblée avant et pendant cette crise sans précédent? Et vous savez, c'est aussi l'occasion pour moi de féliciter très sincèrement et de saluer Honorable Aïdara ici présent. Parce que quand je suis venu à l'Assemblée nationale, je me suis saisi des documents qui existaient. Et pour savoir un peu ce que la législature présidente a eu à faire dans le cadre de la crise qui a connu, s'il faut dire, un certain niveau en 2012. Et je vois que Honorable Aïdara était vraiment à la tête d'une commission qui a beaucoup travaillé. Et là, je lui félicite de vive voix et toute l'équipe qui l'accompagnait. Nous nous sommes vraiment inspirés de ce texte pour mettre en place une sorte de groupe de réflexion qui permette de situer l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale, sur tout ce qui est arrivé et qui pourrait arriver. Et c'est pour ça que nous avons accompagné le gouvernement dans le processus de négociation. Chaque fois qu'ils sont revenus d'Alger, nous les avons convoqués à l'Assemblée nationale pour savoir à quel niveau était la négociation. Et chaque fois qu'ils partaient, nous avons fait des mémorandums pour leur dire, bon voilà les points que nous pouvons accepter et les points qu'il ne faudrait pas accepter. Et comme Honorable Aïdara vient de le dire, c'est pour que nous ne tombions pas dans le même piège d'accepter, de cautionner avec l'État des choses que nous ne pourrons pas mettre en œuvre compte tenu des réalités socio-économiques du pays. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est pour cela, très rapidement, nous avons même, tout dernièrement avant la signature du PARAF, nous avons fait des propositions qui ont été envoyées par la voie officielle au Premier ministre, chef du gouvernement, pour prendre en compte tout ce que le Parlement relevait comme lacune dans le préaccord. Et ça, c'est extrêmement important. Cela, c'est parce que nous sommes résolus de nous engager avec l'État et de suivre de très près l'application de ce qui va être arrêté à Alger. Parce que c'est là où le problème se situe. Autrement dit, ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Monsieur Aïdara, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, qu'est-ce qui a été fait? Vous avez posé la question. Absolument, avant et pendant. Peut-être la question m'était plus adressée qu'à lui d'ailleurs, parce que c'est moi qui étais là en ce temps-là, comme il vient de le dire, il a salué ce que nous avons fait. Vous savez, dès que les événements de la Libye ont été menés, on a senti qu'ils risquaient, par des effets collatéraux, toucher le Mali. Et quand le président a reçu en ce temps-là les vagues de refoulés de la Libye, civiles et militaires, parce qu'il y avait toute cette vague de personnes chassées qui ont fui la guerre en Libye, l'Assemblée a immédiatement mis en place la cellule de crise. Et c'est cette cellule de crise, avant le déclenchement de la rébellion, je tiens à le dire, et je précise même la date, nous avons quitté ici le 2e jour de la fête de Tabaski, soit le 15 novembre 2011, pour sillonner les 3 régions du Nord, Gao, Kidal, Tombouctou, aller à la rencontre du MNLA dans les grottes de Zakak, pour leur dire, vous n'avez pas le droit d'engager le Mali encore dans une rébellion sans issue. Ça ne sert à rien. Vous n'avez pas le droit d'engager les populations du Nord sans leur mandat.
nous voilà ici les députés du Nord. C'est nous qui sommes élus. Si vous voulez même la division du Mali ou la partition du Mali par rapport aux régions du Nord, consultez-nous. Si nous nous mettons d'accord, on peut s'engager ensemble. Mais pas vous dans votre petite grotte. Une association, il s'appelait MNA, Mouvement National de l'Azawad. Il n'y avait pas de L là-dedans. Il n'y avait pas de L. Quand ils ont eu la troisième branche armée venant de Libye, le 16 octobre, ils ont mis en place le MNLA. Nous sommes venus les voir le 17 novembre. Et notre rapport a été déposé chez le président de l'Assemblée nationale déjà le 22. Quand il a lu, le président a dit, honorable, avant même d'en parler aux députés, voyons le président de la République. Le président de la République nous a reçus le 25 novembre, le jour où on a tué l'Allemand à Tombouctou, un vendredi. Pour vous dire que nous avons prévenu. L'Assemblée a joué ce rôle-là à cette période. Mieux, la crise ayant éclaté, l'Assemblée nationale était dans tous les processus. Aggravée par le coup d'État. L'Assemblée a refusé le coup d'État. Sanogo, avec son CNDRE, une page malheureuse pour le Mali, a décrété la dissolution de l'Assemblée. Nous nous sommes réunis, malgré les Yorolotons, devant l'Assemblée nationale pour dire non, l'Assemblée sera et restera. Nous avons continué ce combat-là et l'Assemblée a accompagné tous les mouvements, y compris les différentes rencontres au Burkina Faso. Non, l'Assemblée était partout par rapport à la crise de 2012. Ok. Je me tourne vers vous, honorable Thiam. Il est bon de dire dans ça que parlement pour parlement. Vous savez, le député, il est élu. Il peut partir, il peut parler au nom du pays en tant que député élu. Sans mandat des fois, sans ordre de mission. C'est ce qui a permis également de dénoncer. Vous l'avez suivi, ce sont des députés qui l'ont fait en son temps. Assarida Imbarkawan, Madame Aïdara Issata Sissé et moi-même, nous avons eu la possibilité parce que simplement l'audience nous était donnée au nom de notre titre de député. Ça aussi, c'est le rôle du député. Absolument. De dénoncer ça au Parlement européen, de dénoncer ça à Strasbourg, de dénoncer ça à Bruxelles. On a été reçu par le président de l'Assemblée nationale française, qui, je me rappelle juste de quelque chose dont je vais parler ici. Quand je lui ai dit, Monsieur le Président, ceux qui réclament l'indépendance du Nord, toute leur communauté représente 5% des populations de ce territoire-là. Il dit, mais comment? Et j'ai dit, les Touaregs, tous les Touaregs ne sont pas rebelles. Mieux, tous les Touaregs réunis font 5% des régions du Nord. Mais comment est-ce qu'ils peuvent revendiquer l'autre? J'ai dit, ben voilà, c'est ça malheureusement la presse. Et parce qu'on avait cette communication contre le Mali, qui était très bien développée, qui était bien structurée et soutenue par des mains invisibles. Absolument. Voilà. Malgré tout, effectivement, pour sortir de crise, effectivement, il y a eu le paraphe par le gouvernement et des groupes armés, le paraphe, ce qu'on appelle l'accord d'Alger, même si certains groupes ne l'ont pas encore fait. Honorable Thiam, comment l'Assemblée a accueilli le paraphe de l'accord d'Alger par le gouvernement? Vous savez, quand on regarde un peu la crise de façon générale, aujourd'hui, l'Assemblée nationale en tant que représentant du peuple a le droit, surtout le devoir, de regarder l'intérêt général du peuple, de la population, des populations qu'elle représente en tant que représentation nationale. Et c'est pour ça que nous avons compris qu'une paix était essentielle, et qu'il fallait admettre les compromis qui permettront d'arriver à cette paix. Parce que nous avons des centaines de milliers de nos compatriotes qui sont aujourd'hui hors du pays. Nous avons nos compatriotes qui sont dans les régions du Nord qui n'ont pas les services sociaux de base, qui n'ont pas l'administration pour pouvoir résoudre leurs problèmes quotidiens, qui ne sont même pas en sécurité. Et nous nous sommes dit que cela n'a que trop duré. Et la position de l'Assemblée nationale était d'accompagner le gouvernement, l'exécutif, dans les négociations pour qu'on puisse arriver à une paix définitive. Et mieux, comme je l'avais dit tantôt, il ne s'agit pas seulement de s'engager et aider le gouvernement pour qu'il y ait une paix.
Mais pour que cette paix soit durable et définitive, il faut qu'il y ait un suivi. Et c'est là où le challenge est, c'est là où le défi est pour l'Assemblée nationale, pour aussi accompagner l'exécutif, pour que ce qui a été promis soit vraiment exécuté. Donc nous pensons que l'Assemblée nationale, de façon générale, a bien accueilli ce paraphe, parce que pour nous, c'est une bonne base qui permettra au Mali et à toutes les Maliennes et tous les Maliens, à tous les Maliens, de pouvoir s'engager, travailler pour qu'il y ait une paix durable. Parce que la paix, ce n'est pas une signature, mais c'est ce qui est là-dedans. Comme le dirait l'autre, c'est pas seulement des mots, mais c'est des comportements. Voilà. Monsieur Aïdara, vous avez quelque chose à ajouter? Pas beaucoup de choses. Simplement, Honorable Thiam vient de dire ce qui doit être le comportement des Maliens dignes de ce nom. Nous devons trouver le moyen d'arrêter ce qui est. Mais simplement, il faut de la vigilance. Je m'en vais rappeler ce que le président de la République, tantôt au sommet de Sils, a rappelé. Personne n'a dit que les accords sont des accords parfaits. Mais c'est une base de départ. Et c'est l'application. Mais là où j'attire l'attention, je ne suis plus député. Celui qui est député est là, membre du bureau de l'Assemblée nationale. On peut se donner des conseils, on peut se donner c'est là le plus important. Comment seront appliqués ce qu'il y a dans ces accords? Est-il possible de les appliquer? Dans quelles conditions? Et c'est là que l'Assemblée jouera pleinement son rôle. Parce que si les accords doivent être appliqués et accompagnés des 12 pages de recommandations ou bien de réserves faites par le Mali, par le gouvernement du Mali sur les accords, et pourtant il a signé, ça veut dire qu'il y a encore des réserves derrière. C'est simplement la forme, la bonne, la meilleure pour que ce soit durable. Et c'est là que l'Assemblée peut jouer a posteriori son rôle de contrôle gouvernemental. Nous vous avons accordé, nous vous accompagnons dans la signature, mais attention, nous sommes là pour vous regarder dans l'application, dans l'intérêt de nos populations que nous représentons. Ok. Je vous rappelle que le rôle du Parlement dans la résolution des crises au cadre des régions du Nord est le thème de cette émission. Pour y participer, vous téléphonez au 20 20 27 47. Les internautes aussi ont participé activement à cette émission. Ils nous ont envoyé les questions suivantes. Jakardia Diara, lui, il veut savoir comment le député en tant qu'élu national peut-il être un moyen de pression sur les groupes armés pour les faire venir à la raison en donnant à ceux-ci, par exemple, une autonomie à peine voilée, dit-il. Est-ce que d'autres communautés ne tenteront pas les mêmes aventures? Daouda Keïta, lui, il veut savoir quel rôle les députés jouent-ils dans la crise du nord du Mali. Et Dem Global Net, lui, pour sa part, dit, est-ce la non-signature de l'accord de paix entre notre gouvernement, le gouvernement du Mali et les groupes rebelles du Nord a une influence sur les activités financières du Mali qui, selon lui, sont beaucoup ralenties à tous les niveaux. Honorable Thiam, la question de M. Jakardia Diara qui veut savoir comment le député en tant qu'élu national peut-il être un moyen de pression sur les groupes armés pour les faire venir à la raison? Non, je pense que les députés sont en fait les représentants de tous et de toutes. Et même ces groupes armés, vous allez constater que à l'Assemblée actuellement, il y a des représentants de ces groupes armés, entre guillemets, qui sont des députés. C'est ce que l'opinion ne comprend pas tellement. Oui, comment ils peuvent être des deux camps? Ils ont un pied ici et l'autre là-bas. Oui. Ils disent tantôt ils sont avec le Mali, tantôt ils sont avec les aventuriers. C'est pour vous dire que les députés ont un rôle de législation. Ils sont les représentants du peuple. Les députés peuvent être de très bons, s'il faut dire, hommes de conciliabule. Ce sont des hommes qui peuvent politiquement agir sur la situation. Et je pense que les députés ont toujours joué ce rôle-là. Vous avez entendu Honorable Aïdara, qui sont allés rencontrer des rebelles dans leur grotte. Ça, ce n'est pas même donné à un ministre parce que tu risques de te faire prendre. Ça veut dire que les députés ont une certaine légitimité qui leur permet de pouvoir rencontrer les populations qui sont les leurs. Autrement dit, ils peuvent effectivement servir peuvent exercer des pressions sur les groupes armés. Tout à fait. Ok. L'autre aspect de la question, est-ce que ça va éveiller d'autres velléités au niveau d'autres communautés
Je ne suis pas dans cette logique. Ça ne va pas réveiller des velléités parce que bon, ça peut faire tagdil parce que d'autres peuvent être mécontents. Mais je reviens sur ce premier sujet. Ce premier sujet, il est capital. Et ce qui est incompréhensible doit être dit. À mon avis, quand on est élu national du Mali, on doit pouvoir avoir au moins la possibilité de parler à ces mandants locaux. Ceux qui ont voté pour moi savent que je suis pour le Mali. Je suis dans telle direction et ne doivent pas aller contre. C'est pour cela que ce qui se dit, et comme l'honorable Thiam vient de le dire, moi je dis je ne peux pas comprendre. Je n'accepterai pas comme les autres Maliens que je sois député élu national du Mali, que je sois à la tête de HCUA ou que je sois membre du MAA. Il faut les définir. À un moment donné, je ne peux pas aller, étant député de la République du Mali, aller aux accords d'Alger, mais étant membre d'un groupe armé face à l'État malien, avant de se rebuffer pour dire le MMA s'est divisé par deux. Je parlerai personnellement de Ould Matali qu'ils corrigent leur position. Que Mohamed Aguintalla corrige sa position. C'est mon frère, je parle avec lui régulièrement au téléphone. Il y a des positions qu'il faut savoir définir avec son peuple. Même s'il y a des problèmes internes, il faut avoir l'astuce de les diriger. Il faut avoir l'astuce de les gérer pour ne pas être mal vu au Parlement. Parce que je sais avec quel regard certains les dévisagent quand ils arrivent à l'Assemblée nationale. Je l'ai vécu. Et je sais que vous le vivez en même temps qu'aujourd'hui. Il est difficile que le député du Mali soit HCUA. Ne rentre pas dans le bureau. Reste dans ton rôle de Malien. Laisse le bureau se faire par d'autres personnes. Tu auras plus de crédibilité pour comprendre et pour parler à ta population pour leur dire ça. Moi, ça, c'est deux lacunes, des choses lourdes de responsabilité qu'on ne peut pas comprendre. Cependant, ce qui peut amener à faire tache d'huile dans d'autres localités, je ne crois pas, je reste convaincu que les Maliens sont soudés derrière le Mali. Pourquoi je le dis? Parce que vous prenez les populations du Nord dont vous parlez, ou le théâtre de ces opérations-là. Ce groupe, 99% de ces populations ne sont pas d'accord avec les rebelles. Voilà. Si je comprends bien, c'est des populations qui sont prises en otage. Plus prises en otage par la communication forte que ces aventuriers ont menée à l'Occident, à qui on prête les plateaux de télévision. Et c'est là, je ne sais pas si vous vous rappelez de mon intervention sur France 24, la première fois que je suis sorti, c'était pour dire aux gens de France 24 mon mécontentement pour avoir divisé le Mali en deux, en mettant en haut territoire majoritairement touareg. J'ai bouillonné dans mon salon, ils ont accepté de me recevoir après beaucoup d'interventions jusqu'à 22h, et je leur ai dit, le territoire que MNLA recommande, qui s'appelle Azawad, ça se limite au plateau de France 24. Absolument. Pas plus que ça. Parce que c'est vous qui nous avez annoncé au monde que ça a été créé. Si ce n'est pas là, nous, chez nous, ça n'existe pas. On va jusqu'à appeler Kidal fief des Touaregs. Fief des Touaregs. Si les Songo disaient Gao fief des Touaregs. Ça n'existe pas. Bon, je crois que ça n'existe pas. Même Kidal n'est pas pour eux. Absolument. Et l'autre question, encore, la question de DEM Global Net, est-ce la non-signature de l'accord de paix entre le gouvernement et les groupes armés du Nord qui a une quelconque influence sur la situation économique, la situation financière du pays? Oui, bien sûr, parce que c'est des partenaires souvent qui les croient les yeux fermés. Oui, c'est pas seul. Il y a cela, il y a les partenaires, mais quand vous regardez un peu l'économie nationale, et vous savez, les investisseurs, il y a deux choses qu'ils cherchent. Il faut une stabilité politique, il faut également des textes qui sont stables, qui permettent de sécuriser les investissements. Et les investisseurs peuvent ne pas comprendre la complicité et, s'il faut dire, la complexité de tous les problèmes Touareg, mais ce qui les intéresse, c'est la sécurisation de leurs investissements. On ne viendra pas investir à Gao si on sait qu'un obus peut, en 2 secondes, en 4 secondes, mettre en branle un investissement de 4 milliards. Donc, il faudrait qu'il y ait un degré de sécurité qui permette l'investissement. Et les partenaires qui sont là, qui attendent que ça. Et vous savez, le Mali, c'est une économie qui est à plus de 70% informelle.
quand vous prenez par exemple le tourisme, on n'en parle plus, mais le tourisme était tellement essentiel pour les gens du Nord qu'on ne peut pas en parler. Et c'est cette même insécurité, c'est un cercle vicieux qui fait qu'aujourd'hui, même les petites populations qui vivaient de l'artisanat, du tourisme, de l'hôtellerie n'arrivent plus à joindre les deux bouts parce que cette insécurité s'est installée. Absolument. Donc, et les grands tours opérateurs étaient aussi à Bamako. C'est eux qui recevaient ces touristes et qui les envoyaient dans le... Donc, tout est lié. Tout est lié. Donc, moi, je pense que on a besoin d'un minimum de sécurité, de paix, pour que l'activité économique puisse reprendre de plein fouet. Ok. Nous arrivons pratiquement au terme de cette émission. Nous avons bouclé largement les 45 minutes. Avant de vous remercier, Monsieur Aïdara, je peux me permettre de vous donner en 20 secondes pour vous permettre une conclusion. La conclusion, le sujet est clair. C'est le rôle du Parlement dans la gestion des crises. Je pense que le Parlement a tous les moyens, a toute la légitimité d'être partout, d'être à tout moment, de refuser ce qui n'est pas, de refuser ce qui ne peut être, et de contrôler et de veiller à ce que, même après signature, l'impossible, on ne peut pas l'accepter. On ne peut pas accepter que les populations soient dans des difficultés. Plusieurs sortes. L'Assemblée doit le dire, si l'Assemblée l'a écrit, l'Assemblée est une institution qui représente les populations et l'Assemblée doit communiquer. Vous savez, ce que je viens de dire ici, beaucoup de gens vont dire « Ah non, 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 on ne savait même pas que l'Assemblée avait fait ça. » C'est parce qu'il y a la communication qui manque. Voyez, il vient d'y avoir une radio, changez, mettez d'autres choses. Vous êtes une institution de la République, l'État, l'ORTM doit être à votre disposition pour un certain nombre de choses. Il n'y a rien à cacher sur des documents que vous envoyez au président de la République pour dire voilà nos revendications. L'Assemblée doit communiquer pour que le peuple comprenne que l'Assemblée prend ses préoccupations en charge. Les gens, un ressortissant de Sofara, un ressortissant de Guinée, un ressortissant de Douanza ne peut pas comprendre qu'il y ait des députés là-bas et qu'un aventurier s'asseye à Douanza pour dire c'est l'Azawad. Mais attends, que son député parle, que le Parlement parle au nom de son peuple. Je pense que la communication doit être intensive. Vous avez toute la latitude, vous avez tous les moyens d'appeler les caméras de l'ORTM tous les jours à l'Assemblée nationale. Utilisez-les. Absolument. Voilà. Honorable Tchama, en 20 secondes. Oui, je rebondirai dans le même sens. Et je pense que tout le travail formidable qui a été accompli à l'Assemblée nationale dans le cadre de la gestion de cette crise près notre Assemblée. Oui. Et quand nous sommes arrivés, mais on s'est dit, la seule faille, c'est que l'Assemblée présidente ne communiquait pas. Parce que le peuple s'est révolté, le peuple a dit, mais qu'est-ce que les députés faisaient? Mais on s'est rendu compte qu'ils ont beaucoup fait, mais ils ne communiquaient pas. Et nous, comme le honorable Baba l'a dit, nous sommes en train de mettre en exergue cet aspect. Et c'est pour cela cette émission, parmi tant d'autres, vont être là pour permettre à l'Assemblée nationale de communiquer davantage. Et les questions d'actualité, vous avez dû remarquer hier seulement, ont été inscrites, c'est dans le même cadre, pour que l'actualité qui est là, pour qu'on sente les députés et pour que la population comprenne que voilà, les gens qui sont censés nous représenter savent entendre nos cris de cœur et les font transmettre à qui de droit. Ok. Il ne me reste plus qu'à remercier nos invités. Nous arrivons donc à la fin de cette émission de Parlement chez vous qui a porté sur le rôle du Parlement dans la résolution des crises locales des régions du Nord. Nos invités étaient l'honorable Amadou Thiam, monsieur Eladji Baba Aïdara, à la réalisation Aloudim, au micro Seydou Baba Traoré. Merci de nous avoir suivis. La prochaine émission a pour thème le Parlement et la société civile. Au revoir et à très bientôt. Le Parlement chez vous, une émission bimensuelle initiée par NDI en collaboration avec l'URTEL, avec le concours de l'ORTM et l'appui de l'USAID. Le Parlement chez vous se veut une émission d'information, de sensibilisation, d'échanges interactifs afin de permettre à l'Assemblée nationale